8 morts, 4 blessés graves, c'est le bilan de l'incendie dans un immeuble du 18e arrondissement de Paris. La piste criminelle est privilégiée car il y a eu 2 départs de feu. Un homme est en garde à vue. On reste en France où le ministère de la Justice est épinglé pour l'emploi de travailleurs au noir. Un rapport d'inspection interministérielle révélé par le Canard enchaîné évalue à près de 40 000 le nombre de ses collaborateurs occasionnels employés sans bulletin de salaire ni protection sociale. Et puis un procès, celui de Bosco Ntaganda, qui s'est ouvert devant la Cour pénale internationale. Le milicien est accusé de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre commis en 2002 et 2003 dans l'Est de la République démocratique du Congo. Bienvenue sur France 24, merci de nous rejoindre. La piste criminelle privilégiée après l'incendie à Paris qui a coûté la vie à 8 personnes dont 2 enfants. Il y a eu 2 départs de feu dans un immeuble du quartier de la Goutte d'Or dans le 18e arrondissement. Le bâtiment n'était pas insalubre. Un homme est cet après-midi en garde à vue. Lorsque les pompiers arrivent sur place, les flammes ravagent les étages de cet immeuble au nord de Paris. La cage d'escalier est en feu. L'opération des pompiers est particulièrement difficile. À l'intérieur, des familles sont prises au piège. Il faut faire vite. Il est 4h30 du matin. Les pompiers fouillent les appartements. Ils sauveront 7 personnes, mais il y a 8 morts, dont 2 enfants. Ce matin, immense émotion pour ces habitants du quartier. Certains ont assisté au drame, impuissants. J'ai été réveillée par les cris, par le feu. Ils criaient à l'aide, La dame se jetait par la fenêtre, criait, et se jetait par la fenêtre. C'est défenestré, quoi. Des flammes, les gens qui criaient, les gens qui étaient accrochés à leur fenêtre, qui criaient « au secours, au secours ». Alors que s'est-il passé ici cette nuit? C'est ce que les enquêteurs tentent de comprendre, car il y a en fait eu 2 incendies. Un premier peu avant 2h30. Des papiers brûlent dans le hall de l'immeuble. Les pompiers interviennent, éteignent le feu et quittent les lieux. 2 heures plus tard, au même endroit, nouvel appel. Cette fois, c'est l'immeuble qui est en flammes. L'origine des feux reste pour l'heure inconnue. Une certitude, l'immeuble n'était pas vétuste, ce que confirme ce propriétaire. Le ravalement a été fait il y a à peu près 5 ans et puis l'immeuble avait été refait, on va dire 6-7 ans en fait. Toute l'installation électrique, toute la plomberie, toute la cage d'escalier, toutes les salles de bain. Ça avait été vraiment de très gros travaux. Selon le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, qui s'est rendu sur place, la piste criminelle est privilégiée. Dans un communiqué, le président de la République a exprimé sa solidarité envers les familles des victimes de l'incendie, le plus grave survenu à Paris depuis 2005. Quand l'État enfreint lui-même les lois qu'il vote, le ministère de la Justice est durement épinglé par un rapport d'inspection interministérielle pour l'emploi de 40 000 personnes non déclarées, des interprètes, des experts, des médiateurs qui seraient rémunérés à l'heure, sans fiche de paie. Autrement dit, l'État ne verserait pas les cotisations patronales sur leur salaire. On fait le point avec vous, Karina Chabour. Bonsoir Karina. Bonsoir Valérie. C'est incroyable cette pratique quand on sait que l'État veut lutter contre le travail au noir. Comment en est-on arrivé là ? Officiellement, si vous voulez, la raison, en tout cas invoquée par l'État, c'est tout simplement le manque de ressources financières pour payer, pour financer les charges sur ces émoluments. Dans les faits, ce qui facilite ou qui favorise ce type de pratique, c'est-à-dire de payer du travail non déclaré, donc la fraude, ce sont le fait que ces personnes ne sont pas inscrites dans les effectifs du ministère de la Justice, ce ne sont pas des fonctionnaires, mais des collaborateurs occasionnels, des prestataires extérieurs qui sont non pas payés mensuellement, mais à l'acte ou à l'heure. Le comble, c'est l'ampleur du phénomène. Vous voyez ces chiffres, ce sont 50 000 personnes qui sont concernées, tout ministère confondu, dont plus de 40 000 rien que pour le ministère de la Justice. Et c'est une pratique relativement ancienne puisque cela dure depuis une quinzaine d'années. Alors à sa décharge, la garde des Sceaux l'a annoncé ce matin à la sortie du Conseil des ministres, c'est elle qui a demandé un rapport il y a de cela 3 ans. Je vous propose de l'écouter. C'est un problème que j'ai pris effectivement par le corps parce que j'estime que d'abord le ministère de la Justice doit être exemplaire, mais que les personnes qui sont employées doivent avoir un statut clair. Nous sommes en train de généraliser ce portail Chorus et nous travaillons à un décret qui va préciser justement la différence entre ces missions occasionnelles et les prestations de services qui donnent lieu à la TVA.
Alors la ministre l'assure, un décret sera passé en début d'année prochaine avec le versement progressif des cotisations sociales, mais c'est une régularisation qui risque de coûter cher à l'État, de l'ordre d'1 demi-milliard d'euros, d'autant que plusieurs plaintes ont déjà été déposées, notamment de la part de certains traducteurs-interprètes. Bon, pour nous, c'est quand même l'occasion de faire un petit point sur le travail au noir. Qu'en est-il du travail au noir en France ? Écoutez, c'est important, c'est-à-dire que tous les jours, des centaines de tractations ont lieu au noir. Cela représenterait 10% de la richesse produite dans l'Hexagone. Et ce qui est d'autant plus frappant, c'est que ce phénomène a tendance à augmenter ces dernières années. Et ce, pour 3 principales raisons. D'abord, la pression fiscale, plus importante ces dernières années sur les travailleurs à domicile. On estime que 16 000 postes ont disparu rien que pour l'année passée, alors que les besoins sont toujours les mêmes, que ce soit pour des nounous ou bien des gardes malades. On sait aussi que les dispositions pour être travailleurs indépendants, auto-entrepreneurs, sont plus compliquées aujourd'hui et qu'il y a eu la suppression des exonérations des heures supplémentaires. Alors voilà pour le premier point. Le deuxième point aussi important, c'est le développement de ces services entre particuliers sur Internet, cette fameuse économie du partage qui donne lieu à des rémunérations mais qui souvent n'est pas déclarée. Et troisième point encore plus important, c'est l'explosion de la fraude aux travailleurs détachés, ces travailleurs européens venant en France et qui sont employés aux conditions sociales de leur pays d'origine, mais qui souvent, le plus souvent, 1 fois sur 2, ne sont pas déclarés, et ce qui évidemment augmente cette fraude. Merci Karina pour cet éclairage. Au Yémen, on a appris la mort de 2 employés de la Croix-Rouge internationale. Ils ont été abattus dans leur voiture alors qu'ils rentraient de Sanaa. Éclairage tout de suite d'un membre de la Croix-Rouge, du porte-parole de la Croix-Rouge. On est tous sous le choc, c'est vraiment la consternation et une pensée vraiment à nos collègues qui ont été tués et à leurs familles. Ce qui s'est passé, c'est qu'on peut supposer que c'était une attaque délibérée. Nos collègues, un chauffeur et un employé du CICR étaient sur un convoi entre Sada et Sanaa et effectivement ils ont été attaqués. Alors maintenant, au-delà du choc que nous traversons tous, si on va essayer de comprendre ce qui s'est passé, ça vient de se passer 1 semaine, jour pour jour, après l'attaque de notre bureau à Aden, et on peut donc imaginer qu'en termes de réponse humanitaire, toutes les opérations que nous conduisons sur le Yémen et l'assistance de plus d'1 million de personnes, ça vient gréver un peu plus nos capacités à pouvoir nous déplacer, à pouvoir apporter des secours sans discrimination à toute la population. La principale gare de Budapest, toujours épicentre de la crise des migrants en Europe. Des milliers d'entre eux ont dormi devant le bâtiment. Ce matin, la police a empêché quelques 2000 réfugiés de monter dans des trains pour l'Autriche ou encore l'Allemagne. Et pour protester contre ce refus, des dizaines de personnes manifestent devant la gare. Florence Tomaso. Ils ont traversé la Méditerranée au péril de leur vie pour fuir la guerre. Alors ce ne sont pas ces policiers hongrois barrant l'accès à la gare de Budapest qui les feront renoncer. Ces centaines de migrants, pour la plupart des Syriens, manifestent devant la gare Keleti, fermée depuis mardi par les autorités. Hommes, femmes, enfants, ils ont dormi à même le sol, espérant pouvoir prendre un train à destination de l'Allemagne via l'Autriche, comme les 3500 autres migrants qui ont pu débarquer à Munich ce mardi. Ces migrants, bloqués pour certains depuis plus de 24 heures, ne veulent pas rester dans un pays qu'ils jugent inhospitalier. Un train affrété pour transporter les migrants vers le centre de réfugiés de Debrecen est resté vide. Les clandestins ont refusé d'y monter car leur but ultime reste l'Allemagne. Les gens normaux, anormaux, les gens avec ou sans éducation, les docteurs, les ingénieurs, qui que ce soit, nous resterons ici jusqu'à ce que nous puissions aller en train en Allemagne. Je vais en Allemagne pour terminer mes études. Étudier en Syrie, c'est très très dur à cause de la guerre. Ils n'acceptent personne à l'université si on n'a pas fait la guerre ou été à l'armée. L'Allemagne, première économie européenne, est aujourd'hui l'un des pays les plus convoités par les migrants. Les Syriens sont ceux qui ont le plus de chances d'obtenir l'asile. Cette année, Berlin devrait enregistrer 800 000 demandes d'asile, soit 4 fois plus que l'année dernière.
Et puis le retour à la normale, ou presque, pour les Eurostars après une très grosse pagaille hier soir. Seuls 2 trains sur les 60 prévus aujourd'hui sont annulés. Mais hier, la présence de migrants sur les voies à l'entrée du tunnel sous la Manche à Calais a provoqué un chaos. 5 trains ont dû rebrousser chemin. Et puis un 6e est resté immobilisé toute la nuit, aussi en raison d'une fuite de gaz. Il est reparti avec 15 heures de retard. Je vous le disais en titre, Bosco Ntaganda, surnommé Terminator, se trouve devant la Cour pénale internationale de justice. Le procès de cet ex-chef de guerre accusé de crimes de guerre, crimes contre l'humanité en République démocratique du Congo vient de s'ouvrir. Il aurait notamment violé et réduit en esclavage sexuel des filles de moins de 15 ans. Regardez ce reportage signé Thomas Nicolon et Mehdi Medeb. 70 km au nord de Bunia. En apparence, aucune trace des crimes de Bosco Ntaganda, mais Robert, comme beaucoup d'autres, sait ce qui se cache sous terre, des charniers. Et voici la fosse commune qui rassemble plus ou moins 30 personnes tuées par Bosco Ntaganda. Juste à côté, une deuxième fosse commune. La voici. Elle rassemble plus de 20 corps. Et enfin, une 3e fosse. Au total, plus de 50 victimes sous nos pieds. Robert n'oubliera jamais l'homme derrière ces massacres, celui que l'on surnomme Terminator. 15 ans après, la blessure reste profonde. À l'époque, il fut enrôlé de force après avoir vu son fils d'1 an assassiné sous ses yeux. Bosco Ntaganda a donné l'ordre qu'on puisse tuer mon fils, puisque moi j'ai refusé à obéir à son ordre. Alors, ils ont pris un couteau qu'ils ont fait introduire dans le ventre de mon fils. Janine, elle aussi, a été victime de la milice de Bosco Ntaganda. Elle dit avoir été violée par l'ancien militaire et 7 de ses hommes avant d'être torturée. À l'époque, elle n'avait que 15 ans. Elle espère aujourd'hui que la justice n'oubliera pas les victimes. Ce n'est pas à moi de le juger. Je n'en ai pas le pouvoir. Que la justice fasse son travail et qu'elle pense à moi. La pression est donc forte sur la Cour pénale internationale. Pour son porte-parole à Kinshasa, ce procès est d'une rare ampleur. C'est un procès important, même pour servir d'exemple. On a accordé la participation à 2148 personnes. Vous voyez l'importance même du nombre de personnes qui participent, mais aussi ce que ça signifie pour toutes ces victimes. En attendant, le procès ne se tiendra finalement pas à Bunia comme prévu, essentiellement pour des raisons de sécurité. À défaut d'y assister, les victimes se réfugient dans leurs prières. Au Guatemala, le Congrès a approuvé à l'unanimité la levée de l'immunité du président Otto Pérez, une décision qui ouvre la voie à un procès contre le chef de l'État accusé d'être à la tête d'un réseau de corruption au niveau des douanes. Il a été privé de son passeport. Il ne peut donc pas quitter le pays. Noémie Roche. Vote pour, 132. Vote contre, 0. Le résultat est sans appel. Les députés guatémaltèques viennent de lever l'immunité du président. C'est une première dans l'histoire du pays. Devant le Parlement, des centaines de personnes laissent éclater leur joie. Elles manifestaient depuis avril contre le président. Pour la première fois, le Parlement a agi en respectant les demandes du peuple. Nous voulons tous que ce président soit jugé. Ce président qui s'est montré défaillant. Nous sommes en période de crise, mais nous avons adressé un message pour le prochain gouvernement. Nous ne sommes pas endormis, nous nous tenons prêts. Au pouvoir depuis 2012, Otto Pérez est accusé par le parquet et par une commission de l'ONU d'être à la tête d'un système de corruption au sein des douanes. L'ancien général aurait touché des pots de vin pour exonérer de taxes certains produits entrant dans le pays. Mais lui ne cesse de crier son innocence. Je peux vous dire que je n'ai pas reçu un seul centime de cette structure frauduleuse qui a pratiquement volé l'argent du peuple guatémaltèque. Le président refuse pour l'heure de démissionner. Otto Pérez a déposé lundi un recours devant la Cour constitutionnelle pour bloquer la procédure contre lui. La décision est attendue d'ici jeudi.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à aller jeter un œil à notre site internet. Je vous en rappelle l'adresse, france24.com. Et à la une, eh bien, ce sont ces milliers de migrants qui débarquent au port du Pirée, la Grèce qui est dépassée. Voilà, n'hésitez pas à aller y jeter un œil. On va se retrouver dans un quart d'heure pour un nouveau journal complet. À tout à l'heure.